Bonjour les amis, j'autofoque le autofocus autofocant, je vous souhaite une bienvenue complète, totale, intégrale dans ce nouveau JT du Grenier, la seule émission du web réalisée sans montage, sans trucage, en direct, mais en différé, c'est-à-dire que vous regarderez quand vous aurez envie cette émission sur YouTube. Et puis je vais pouvoir faire mon apparition parce que normalement tout le bignou est réglé. Voilà. Alors, écoutez, cette semaine, un sacré sujet, la dernière étude de Natixis sur la confiance dans la monnaie. Et oui, rien que ça, Natixis, ils sont inquiets dans leur dernier flash. Enfin, ils sont inquiets. Façon de parler, que dis-je, ils tremblent, ils ont peur, ils sont pétrifiés, tremblés de joie, tremblés d'effroi. Et oui, c'est Karaba, la sorcière de la monnaie, la sorcière monétaire. Parce que la monnaie, c'est avant tout une convention sociale dans laquelle il faut avoir confiance. Et sans confiance dans la monnaie, point de salut économique, ou en tout cas monétaire évidemment, puisque si vous n'acceptez pas la monnaie, c'est là que vous avez de l'hyperinflation. L'hyperinflation n'étant pas c'est pas de la création monétaire, l'hyperinflation. C'est une perte vertigineuse de confiance dans votre monnaie. Confiance dans la monnaie, l'inquiétude de Natixis. On va parler de cette dernière étude qui m'a été transmise par un aimable lecteur et un camarade lecteur qui m'a dit « Ah, vous avez vu la dernière étude de Natixis, qu'est-ce que vous en pensez ?» J'en pense que c'est une excellente idée après lecture d'en faire une vidéo et de partager quelques éléments de réflexion ensemble sur cette analyse. Donc, étude de Natixis, c'est le flash économie du 13 décembre 2021, flash numéro 858 pour ceux qui veulent rechercher le dossier originel. Donc vous avez la date qui est là, numéro 858. Et s'il y a un nouveau choc sanitaire, excusez-moi, je tousse un peu. S'il y a un nouveau choc, ces derniers temps, il vaut mieux pas tousser, c'est vite compliqué pour ceux qui toussent. Dis tonton, pourquoi tu tousses ? S'il y a un nouveau choc sanitaire qui arrête l'économie, le problème sera l'acceptabilité de la monnaie. Voilà ce que titre Natixis dans son flash économie de décembre. Il est possible qu'un nouveau choc sanitaire, variant Omicron, machin, etc., conduise les États à prendre des mesures de protection qui arrêtent certaines parties de l'économie. Et donc si ça arrête certaines parties de l'économie, les gouvernements feront sans doute a priori la même chose. Ils mettraient en place des politiques budgétaires très expansionnistes pour protéger les ménages, les entreprises, comme ils l'ont fait en 2020-2021. Vous savez, c'était le fameux « quoi qu'il en coûte » de Bruno Le Maire et d'Emmanuel Macron. Un « quoi qu'il en coûte » qui était tout à fait légitime à partir du moment où on ferme. Il fallait aider les gens, il fallait les indemniser, il fallait permettre évidemment aux gens de manger et de ne pas se retrouver totalement ruinés en 30 secondes. C'était fondamental pour la stabilité sociale. Alors après, on peut parler du bien fondé en termes sanitaires des confinements, ça c'est autre chose, mais sur le premier confinement mars 2020, c'est un juin 40 sanitaire, on est pris complètement au dépourvu, on ne sait pas trop à quoi on est confronté. À cette époque-là d'ailleurs, on soigne ce qu'on pense être une pneumonie atypique, on apprend plus tard que c'est pas tout à fait comme ça que ça se soigne, et que c'est pas une pneumonie atypique, que c'est plutôt une endothélite et des inflammations, etc., etc. Donc tout ça, ça va évoluer avec le temps, mais en tout cas voilà, on fait du quoi qu'il en coûte et c'est normal parce qu'on ferme le pays. Et donc Natixis part du principe que c'est les mêmes causes produisant les mêmes effets globalement. Si jamais il y a un nouveau variant ou un mauvais variant, on va faire la même chose. Et donc si on fait du quoi qu'il en coûte, il va falloir imprimer de la monnaie. Il est certain aussi qu'il faudrait donc des déficits publics à nouveau financés par la création monétaire pour éviter l'effet d'éviction, une forte hausse des taux d'intérêt à long terme. Alors bon, vous inquiétez pas sur les termes techniques. En gros, c'est extrêmement simple, l'économie. Si la Banque centrale n'y en a pas à intervenir, y en crée en monnaie, alors les taux d'intérêt, c'est-à-dire le prix de l'argent monte, puisque tout le monde veut beaucoup d'argent au même moment, puisque il faut financer les dettes d'État. Donc évidemment, il faut imprimer de la monnaie parce que la quantité de monnaie existante ne serait pas suffisante et la quantité d'épargne existante ne serait pas suffisante pour financer les nouveaux déficits absolument monstrueux, abyssaux et mondiaux. Puisque là, ce sont des politiques qui sont mondiales, donc évidemment, les taux d'intérêt s'envoleraient, et si les taux d'intérêt s'envolent, c'est la faillite généralisée. Donc, pourquoi c'est la faillite généralisée ? Parce que, je vous l'explique tout à l'heure.
Donc c'est ce qu'on appelle pompeusement l'effet d'éviction. En gros, s'il n'y en a pas y avoir assez sous, le prix du sou il monte, et si le prix du sou il monte, toi il n'y en a pas pouvoir payer les intérêts parce que les intérêts il y en a trop cher. Voilà, vous voyez, c'est extrêmement simple l'économie. On appelle ça donc l'effet d'éviction, mes amis. Plus sérieusement, mais pour que cela soit possible, il faut que le supplément de monnaie offerte soit accepté, soit demandé, comme cela a été le cas en 2020-2021. Il peut y avoir une crise d'acceptabilité de la monnaie, parce que il faut que la monnaie offerte soit acceptée. Mais il peut y avoir une crise d'acceptabilité si l'offre de monnaie augmente encore massivement, les agents économiques refusent de détenir davantage de monnaie, je vous lis vraiment là complètement le passage le plus important, et s'en débarrassent au profit d'autres actifs réels, monnaie privée, actifs réels. C'est bien l'acceptabilité de la monnaie qui conditionne la capacité des États et des banques centrales à réagir à une nouvelle crise sanitaire. Et ça, c'est tout à fait vrai. C'est complètement vrai. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, la grande phrase, l'une des multiples grandes phrases très drôles de Coluche, c'était, vous savez, pour que ça se vende pas, suffirait que les gens, ils achètent pas. Voilà. Et donc ça, c'était l'économie vue par Saint-Coluche, mon meilleur prof d'économie, Saint-Coluche, parce que c'était pétri de bon sens, évidemment. Et donc, si les gens ne veulent plus de la monnaie, ils se débarrassent de la monnaie. Et comment ils se débarrassent de la monnaie ? Ils se débarrassent de la monnaie en achetant d'autres choses. Mais avant, reprenons le raisonnement de Natixis. Natixis dit, les États, s'il y a une crise sanitaire, les États peuvent imprimer de la monnaie. Ok, c'est logique, ils impriment de la monnaie, on monétise, et donc on finance les déficits, les dettes, le quoi qu'il en coûte, en tout simplement créant de la monnaie nouvelle. Imprimer de la monnaie, c'est augmenter l'offre de monnaie. Ok, logique. Mais les agents économiques peuvent se débarrasser de la monnaie en achetant autre chose. Mais quoi ? Des actifs réels. C'est quoi des actifs réels ? Comme dit Natixis, c'est de l'immobilier, c'est des métaux précieux, c'est de l'or, c'est des actions d'entreprise. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui se passe. L'immobilier monte, les actions montent, tout monte, sauf un peu l'or qui est assez anémique, mais il finira par monter, rassurez-vous. Des monnaies privées. Alors, quand Natixis parle ici des monnaies privées, on pense évidemment aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs, donc le Bitcoin qui est le plus célèbre, l'Ethereum, toutes les autres, mais c'est également les autres monnaies, les autres devises. Vous pourriez par exemple acheter de la devise, je sais pas moi, du franc suisse, de la livre sterling, encore faut-il que les politiques soient différentes. Voilà ce qu'on peut acheter. Donc, si vous voulez, vous pouvez fuir devant la monnaie, vous pouvez fuir la monnaie, ça s'appelle d'ailleurs la fuite devant la monnaie. Que se passerait-il s'il y avait une nouvelle crise sanitaire ? Natixis explique dans cette diapo, s'il y a une nouvelle crise sanitaire, on referme et donc on se retrouve avec un effondrement du PIB et une explosion des déficits. Ok. Natixis précise après, dans son raisonnement, que quand on imprime de la monnaie en quantité suffisante, il n'y a pas de risque sur les dettes d'État. Évidemment, puisqu'on solvabilise les États. Donc il y a un risque de trop de création monétaire, c'est-à-dire de dévalorisation de la monnaie, mais il n'y a pas de risque de faillite des États, puisque vous financez les États, vous financez le quoi qu'il en coûte, l'État fait son déficit, Macron arrive à la télé, Macron, Bruno Le Maire, etc., ils arrivent à la télé, ils font leur pimpin, je paye, je fais des chèques, et puis de toute façon, qui c'est qui fait le chèque ? C'est pour le coup pas les Français directement, c'est la Banque Centrale Européenne qui rachète les d'État, parce que de toute façon, en face, il n'y a personne qui puisse financer ce déficit. Le supplément de dette émis en raison de la crise est acheté par les banques centrales et les investisseurs et épargnants n'ont pas à détenir davantage de dettes. C'est ce que Natixis explique là-dedans avec des chiffres, des données, etc. Donc c'est bien les banques centrales qui achètent, et la BCE, quand on parle de la France, qui achètent les dettes nouvelles du quoi qu'il en coûte émises par le gouvernement français. Donc c'est de la création monétaire pure. La notion de fuite devant la monnaie. Si la monnaie offerte n'est pas demandée, il y a fuite devant la monnaie, achat massif d'actifs refuges, crise monétaire. Comme on peut le voir dans certains pays émergents, il y aura alors hausse très forte des prix des actifs réels, par exemple de l'immobilier, graphique 6, c'est celui-là, vous voyez l'évolution des prix de l'immobilier, des monnaies privées, là vous avez le cours du Bitcoin par exemple, associé à ce refus de détention de la monnaie offerte. Donc quand j'augmente l'offre de monnaie, eh bien
les gens, évidemment, ils perdent confiance dans cette monnaie. Il y a tellement d'argent en circulation. Et là, vous avez les premiers signes de l'inflation forte, et nous les avons actuellement. Et donc, vous avez une augmentation des actifs. C'est quoi acheter ? Quoi acheter ? Que faire avec vos sous ? Que faire avec votre épargne ? Je rappelle que le livret A rapporte 0,5%, c'est-à-dire autant dire zéro quand il y a une inflation entre 5 et 10%. Gagner 0,5, c'est vous appauvrir de plusieurs pourcents chaque année. Alors, le fait de fuir la monnaie, c'est ce qu'on appelle pompeusement là aussi la fuite devant la monnaie. Voilà, c'est une expression d'économiste. La fuite devant la monnaie, c'est quand les gens refusent de détenir de la monnaie et qui préfèrent acheter des actifs qui sont hors monnaie. Quand j'achète un appartement, une maison, eh bien, elle aura de la valeur que ma monnaie s'appelle le franc, l'euro, l'euro-franc, l'euro nouveau, l'euro ancien, l'euro tout court, l'euro nord, l'euro sud. Peu importe ce qui se passera avec la monnaie, j'ai une maison. Voilà, vous voyez, j'ai mon grenier. En plus, dans mon grenier, j'ai une valeur d'usage. C'est-à-dire que j'habite dans mon grenier, alors que j'habite pas dans mon compte en banque ou dans mon livret A. Donc, j'habite dans mon grenier. Donc, à la limite, quand il y a beaucoup d'inflation, j'ai intérêt à m'offrir plutôt d'isoler un petit peu mieux une nouvelle isolation pour mon grenier, plutôt que de garder l'argent sur mon livret A qui perd de la valeur tous les ans. Puisque le taux d'intérêt servi par le livret A tous les ans est largement inférieur au taux d'inflation, c'est-à-dire à l'augmentation généralisée des prix. Dans cette note, Natixis parle donc à juste titre du risque de nouvelles crises sanitaires qui bloqueraient tout. Si il n'y a pas de nouvelle crise sanitaire, alors qu'est-ce qui se passerait ? C'est intéressant là, d'accord ? Parce que Natixis parle du risque de fuite devant la monnaie en cas de nouvelle crise sanitaire. Mais c'est une manière pudique quand même de parler tout simplement du risque de fuite devant la monnaie, qu'il y ait une nouvelle crise sanitaire ou pas. Et c'est ça qu'on va regarder maintenant ensemble, les amis. S'il n'y a pas de nouvelle crise sanitaire, alors nous allons normaliser nos politiques monétaires. Et c'est de la petite musique que vous entendez actuellement. Que ce soit la Bank of England, la BOE, qui est la Bank of England, qui est la Banque centrale d'Angleterre, qui vient d'augmenter très légèrement son taux d'intérêt, et qui est la première à le faire, que ce soit la Fed, la Banque centrale américaine, qui dit je vais réduire rapidement mes achats d'actifs parce qu'il y a trop d'inflation et on va monter les taux 3 fois l'année prochaine en 2022 pour lutter contre l'inflation, que ce soit la BCE qui dit oui, on va calmer les choses parce que machin, quand même, transitoire, tout ça, l'inflation. Donc on va normaliser les politiques monétaires. Pourquoi normaliser les politiques monétaires ? Pour justement ne pas avoir de problème d'acceptabilité de la monnaie, c'est-à-dire ne pas avoir de problème d'inflation, c'est-à-dire ne pas avoir de problème de confiance dans la monnaie. Mais normaliser, c'est quoi normaliser la politique monétaire ? Normaliser la politique monétaire, essentiellement, c'est un truc. Alors, vous voyez, on est en 2021, ça fait quand même quelques siècles qu'on connaît l'économie, quelques décennies qu'on a plein de théories, qu'on a plein de moyens techniques, capable de vous faire un pass sanitaire dont on est capable de détecter la validité ou pas la validité, qu'on peut désactiver à distance, machin de ça. Mais en économie, pour normaliser la politique monétaire, on a un truc binaire on-off, c'est j'augmente les taux, je baisse les taux, j'augmente les taux, je baisse les taux. Et c'est on-off, plus, moins, voilà, 0, 1, 1, 0, c'est hyper binaire. Bon, ça manque un petit peu de nuance, tout cela, et on va en parler. Donc normaliser la politique monétaire, c'est essentiellement augmenter les taux d'intérêt quand ils sont bas ou réduire les taux d'intérêt quand ils sont hauts. Donc, j'augmente les taux d'intérêt pour réduire la quantité de monnaie en circulation quand je considère qu'il y a trop d'inflation. Quand il n'y a pas assez d'inflation, je baisse les taux d'intérêt pour injecter plus d'argent dans le système économique et donc je baisse les taux pour rendre l'argent plus accessible, moins cher. Mais monter les taux d'intérêt aujourd'hui, alors qu'on est surendetté, c'est évidemment créer une nouvelle crise, car les États sont tous surendettés. Donc si on augmente les taux d'intérêt, les États, ils n'empruntent pas à taux fixe, ils empruntent à taux variable, c'est-à-dire que tous les ans, ils roulent une partie de la dette, et donc tous les ans, ils réempruntent en fait. Donc évidemment, quand vous avez émis une obligation il y a 2 ans à 0, à 0,1%, vous la paierez toujours à 0,1%. Mais quand elle arrive à échéance, et vous avez, c'est ce qu'on appelle rouler la dette, et vous avez tous les ans des morceaux de dette par centaines de milliards qui arrivent à échéance, eh bien il faut vous refinancer. Vous vous refinancez au taux du jour. En ce sens-là, une grosse partie de la dette en fait est à taux variable, c'est-à-dire qu'elle est, voilà, tous les ans vous refinancez une partie de la dette au taux du moment.
Alors, on va prendre un cas, pas au hasard du tout, on va prendre le cas de la France. Entre 120 et 130% de dette sur PIB, vous inquiétez pas, si on n'y est pas encore, on va y arriver très vite. Donc on était à 121%, me semble-t-il, fin 2020. Bon, voilà, donc nous sommes sur la route des 130% de dette sur PIB. Alors, imaginons que le taux monte à 2%. 2%, c'est les taux d'intérêt. Je vous rappelle, aujourd'hui, on est à moins 0 quelque chose, moins 0,5. Donc, imaginez que les taux deviennent positifs. Oh, pas positifs du montant de l'inflation. Hein. On a une inflation à 5 ou 6%. En Allemagne, elle est à plus de 6%. Et avec des taux d'intérêt à 2%, on est encore en taux d'intérêt réel négatif, d'accord? C'est-à-dire qu'on est, l'argent rapporte moins que l'inflation, d'accord? 6% d'inflation, 2% de taux d'intérêt réel, vous perdez encore de l'argent en tant qu'épargnant, d'accord? Donc on ne peut pas dire que ce soit des taux très élevés quand vous avez 6% d'inflation. 2%, c'est rien comme taux d'intérêt. Eh bien, 2% de 130% du PIB, ça vous fait 2,6% de taux d'intérêt sur votre PIB, d'accord? Sur 100% du PIB, c'est 2,6% de 100% du PIB. C'est ça que ça veut dire 2% de taux d'intérêt. Si votre PIB fait 2500 milliards, hein, donc je vous rappelle qu'on a on a 130% de dette sur PIB, donc c'est pour ça que je vous ramène le taux de 130% de dette, les 2%, je vous les ramène en fait sur 100% du PIB, c'est pour ça que je vous dis ça fait 2,6. Donc 2500 milliards fois 2,6, en gros, ça vous fait 65 milliards d'euros par an de surcoût avec des taux d'intérêt à 2% seulement. Or, juste pour vous donner un ordre de grandeur, 50 milliards, c'est le budget de l'éducation nationale. Toutes nos écoles, nos lycées, nos collèges, les millions d'élèves, les milliers de profs, les millions de gens, les dames de cantine, les machins, les trucs, etc. Bref, tout ce budget-là, c'est 50 milliards d'euros. C'est beaucoup quand même, hein, 50 milliards d'euros. Et bien la dette, ça serait encore plus, juste le différentiel de taux d'intérêt, ça serait 65 milliards. Alors, évidemment, ça ne serait pas aussi rapide. Vous savez, je vous ai dit, on roule la dette. Donc, ce n'est pas toute la dette qui se retrouverait tout d'un coup à 2%. Non, ça serait que la partie qui arrive à échéance. Donc, en gros, on va dire 200 milliards d'euros par an arrivent à échéance, plus le déficit de l'année, donc 200 plus 100 milliards, mettons 300 milliards d'euros chaque année à financer à 2%. Ça fait déjà quelques milliards d'euros supplémentaires, on va dire 300 x 2, ça fait 6 milliards d'euros de plus chaque année. Alors, ce n'est pas tout à fait le budget de l'éducation nationale, évidemment, mais très rapidement, vous allez augmenter le service de la dette à chaque fois que vos obligations arrivent à échéance. Mais vous allez avoir un petit peu d'inertie. C'est pour ça que les banques centrales peuvent faire croire qu'elles peuvent monter un peu les taux d'intérêt. Parce qu'il y a de l'inertie. Mais la réalité, c'est qu'elles ne pourront pas les monter ni bien haut, ni bien longtemps. Avec des taux à 3%, imaginez, 3% de 2500 milliards, vous vous amuserez à faire le calcul, mais voilà, c'est des taux qui nous feraient dépasser, avec 130% de dette sur PIB, c'est des taux qui nous feraient dépasser les 100 milliards d'euros par an, rien que pour les intérêts. Là-dedans, on ne rembourse pas la dette, on paye juste les intérêts. Et donc Espagne, Italie, France, Portugal sont des pays clairement en faillite. Donc on ne peut pas avoir des taux même bas, mais entre 2 et 3%. En gros, on ne peut pas dépasser 3% de taux d'intérêt sans pousser des pays comme l'Espagne, la France, l'Italie, évidemment, à la faillite en quelques années. Pas en quelques mois, pas en quelques semaines, en quelques années, à cause ou grâce à ce phénomène d'inertie dont je vous ai parlé. Donc on peut faire croire qu'on peut remonter un petit peu les taux d'intérêt pendant un certain temps, mais pas pendant très longtemps, ni très très haut. Alors, normaliser sans les taux, à long terme, ce sera la seule solution en fait pour les autorités monétaires, politiques, économiques. Parce qu'il est impossible de normaliser la situation monétaire uniquement en utilisant l'arme des taux d'intérêt qui est hyper binaire. Je monte, je baisse, et donc je monte sur toute la dette ou je baisse sur toute la dette. Mais vous voyez, encore une fois, c'est pas du tout un outil fin, quoi. C'est vous prenez un gros marteau et puis vous tapez sur tout ce qui bouge. Donc l'augmentation des taux d'intérêt ou la baisse des taux d'intérêt, c'est pas du tout un outil économique fin.
C'est vraiment la grosse Bertha, c'est de la grosse cavalerie. Il va falloir donc utiliser des mesures non conventionnelles, c'est-à-dire des mesures en dehors juste de ces mesures de taux d'intérêt. Dit autrement, il va falloir réduire la quantité de monnaie en circulation en utilisant des leviers non monétaires. Et les leviers non monétaires, c'est par exemple justement pas les taux. Comment je fais pour limiter l'inflation sans forcément réduire la quantité de monnaie ni augmenter les taux d'intérêt? Ah, ça c'est une sacrée question quand même. Et c'est cette question qu'il faut se poser. Comment je peux maîtriser l'inflation sans utiliser les mesures monétaires, sans utiliser les leviers monétaires, sans utiliser donc plus ou moins de monnaie, plus ou moins de prix de l'argent. Donc plus ou moins de taux d'intérêt, plus ou moins d'argent imprimé. Comment je peux faire pour imprimer de l'argent sans trop monter les taux, sans non plus avoir à les baisser, et sans déclencher de fuite devant la monnaie, c'est-à-dire sans déclencher une perte de confiance, sans déclencher un problème d'acceptabilité de la monnaie. C'est ça la question qu'il faut se poser. Et évidemment, il se la pose, cette question, en haut lieu. Cela va considérablement changer le fonctionnement des économies si on commence à utiliser autre chose que juste l'arme des taux d'intérêt et la quantité de monnaie imprimée ou pas imprimée. Et c'est ce qui va se passer. En tout cas, c'est la réflexion que je mène sur ce sujet-là. Et donc pensez par exemple, pour vous illustrer ce que je dis, aux critères d'octroi de crédit immobilier édictés par le HCSF, qui est le Haut Conseil à la stabilité financière. Il vous dit quoi? Il vous dit, vous ne pouvez pas emprunter pour acheter un appartement, une maison, donc pour acheter de l'immobilier, si vous avez plus de 33% de taux d'endettement. Mais demain, je peux passer cette limite à 30%. Je ne vous prête pas si vous avez plus de 30% de taux d'endettement. Et après-demain, je peux dire 25% de taux d'endettement, puis 20%, puis 10% de taux d'endettement. Donc vous voyez bien que je réduis l'offre de crédit, mais je ne bouge pas les taux. Je garde les taux à zéro. Et simplement, je vais jouer sur les règles, les normes. Et donc, je suis typiquement dans une mesure qui est non monétaire et qui est non conventionnelle. Et je vais régler la quantité de monnaie en circulation via le crédit, non pas avec les taux d'intérêt, mais avec des règles que je vais appliquer pour que vous ayez le droit ou pas d'emprunter en fonction de règles que je vais édicter. Et là, ça va tout changer. Et c'est à ça qu'il faut se préparer. C'est à ce type de mesures non conventionnelles. Parce qu'on ne pourra pas augmenter les taux d'intérêt. Et donc, on va être obligé d'avoir de la créativité, évidemment, économique. Alors, c'est ce que je vous explique dans tout ce dossier de décembre 2021. Comment ils vont lutter contre l'inflation sans augmenter les taux. Voilà. Comment ils vont lutter contre l'inflation sans augmenter les taux. Et donc, l'idée de ce dossier, c'est de vous démontrer qu'on peut, par un certain nombre de mesures, réussir à gagner du temps, à endiguer en grande partie l'inflation, par des mesures qui ne porteront pas sur une augmentation massive des taux d'intérêt. Donc, moi, mes taux cibles, on va dire qu'ils ne dépasseront pas les 3%. On est dans un monde où on n'ira pas au-delà de 3% de taux d'intérêt. Et donc, ça devra être accompagné de mesures qui seront des mesures non conventionnelles et non monétaires et qui seront des mesures administratives, réglementaires, pour administrer la quantité d'économie et donc pour administrer la quantité de monnaie, pardon, j'ai fait un lapsus révélateur, et donc en administrant cette quantité de monnaie, vous allez évidemment, in fine, administrer l'économie. Donc nous rentrons et nous sommes de plein pied dans une économie administrée, nous serons de plus en plus dans une économie administrée. Donc le retour de l'inflation pour lutter contre les dettes et éviter les faillites d'État, c'est indispensable. Il nous faut de l'inflation et de toute manière l'inflation elle est déjà là et l'inflation elle est incontournable parce que nous avons plein de facteurs inflationnistes et notamment la transition écologique, énergétique, etc. Donc tout ça est extrêmement inflationniste. Donc nous sommes rentrés dans un monde de rareté avec un monde qui est forcément par nature qui passe de déflationniste à inflationniste. Donc on a besoin de toute façon de cette inflation et de toute manière cette inflation s'imposera à nous. Donc il va falloir vivre avec. La nécessité de maîtriser l'inflation pour éviter évidemment une crise d'acceptabilité de la monnaie, donc une crise de confiance sur la monnaie. Vous imaginez bien que si on ne fait rien, il
aura crise de confiance sur la monnaie, c'est inéluctable, comme 1 et 1 font 2, comme le jour se lève après la nuit, comme après la pluie vient le beau temps, eh bien si vous faites n'importe quoi avec votre monnaie, à un moment donné, plus personne n'en veut. Donc vous aurez une crise de confiance dans votre monnaie, sauf si vous faites quelque chose, donc il va falloir faire quelque chose, mais les taux ne peuvent pas dépasser les 2-3%, sinon c'est la faillite généralisée parce que tout le monde est beaucoup trop endetté. Donc on va devoir gérer l'acceptabilité de la monnaie, éviter une crise de confiance sans pouvoir augmenter significativement les taux d'intérêt. Donc, l'inflation ne pourra pas être contrôlée uniquement par les taux d'intérêt. Donc, nous allons vers la mise en place de mesures non conventionnelles pour contrôler l'inflation. Et ces mesures non conventionnelles pour contrôler l'inflation et maîtriser l'inflation seront globalement de nature réglementaire. Et c'est ça que je vous explique dans ce dossier. Quel type de nouvelles normes, de nouveaux règlements on peut avoir, comment on va pouvoir en tirer parti, comprendre cette logique, comprendre sur quoi elle va s'appliquer et comment on va pouvoir s'en servir à titre personnel. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur ce dossier de Natixis qui est très intéressant. Gardez-le en tête parce que vous verrez, on en reparlera dans les prochains mois, dans les prochaines années et l'actualité donnera raison à Natixis et à cette thématique de comment je fais pour éviter une crise de confiance sur ma monnaie. Ça va être un vrai sujet avec l'inflation que nous avons. C'est un sujet qui va nous occuper dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent et vous verrez plein de choses dans l'actualité autour et connexes à ces sujets-là et puis vous verrez se mettre en place petit à petit de nouveaux outils mis et utilisés par les banques centrales et par les autorités économiques et monétaires pour justement contrôler cette inflation et éviter ce risque de perte de confiance généralisée dans la monnaie qui amène à l'hyperinflation, à la Weimar ou ce genre de choses. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, vous la partagez massivement, vous mettez un gros doigt de schtroumpf bleu, vous vous abonnez à la chaîne Le Grenier de l'Écho, vous pouvez activer les notifications et la petite cloche quelque part pour pouvoir être averti dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Vous pouvez vous abonner gratuitement sur le site insolentiae.com à la lettre d'information quotidienne, elle est gratuite. Et puis vous pouvez, pour soutenir le site et la chaîne, vous abonner à insolentiae.com/boutique à la lettre stratégie. Que vous dire de plus? Prenez bien soin de vous. Je pense que je vous aurai pas d'ici la semaine prochaine parce qu'il se pourrait que j'aille fêter Noël si Noël est sauvé par notre auguste gouvernement. Donc si je vais fêter Noël en famille, je ne vous ferai pas de vidéo, ni de ma dinde, ni de ma bûche, mais le cœur y sera. Alors vous prenez bien soin de vous, vous passez de bonnes fêtes. Pour ceux pour qui Noël est important, de très joyeuses fêtes. Pour ceux pour qui c'est moins important, de très joyeuses fêtes quand même et passer de bons moments également. Soyez tous bien prudents, soyez bien vigilants, prenez grand soin de vous et puis on se retrouve soit peut-être avant les fêtes, soit sinon de toute manière tout simplement en janvier 2022 pour de nouvelles aventures du Grenier de l'Écho. Merci à tous, merci à chacun de vous pour votre fidélité, pour votre gentillesse, pour votre bienveillance. N'hésitez pas à mettre plein de commentaires. Joyeuses fêtes à tous. Joyeux Noël. Salut les amis.